Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la 9e étape de la Vuelta. Et oui, hier on n'a pas pu faire de débrief sur la chaîne tout simplement parce que j'ai pas pu voir l'étape. Voilà, j'ai dû faire plein de petites choses. Aujourd'hui ça a même été encore un petit peu limite, hein. J'ai pu voir la dernière heure 20 de course. Alors, je sais ce qui s'est passé avant parce que je suivais un petit peu, mais je pouvais pas regarder auparavant. Avec donc une étape qui a été assez nerveuse et puis pile quand j'ai commencé vraiment à regarder, à être hyper attentif, c'est pile là où ça s'est calmé sur cette journée numéro 9. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez aller voir EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, activez la cloche. TikTok également, le débrief juste après l'arrivée. Alors pas aujourd'hui parce que j'avais encore des trucs à faire après l'arrivée. Là j'enregistre, il est 19h pour tout vous dire. Donc j'enregistre assez tardivement. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec cette étape numéro 9. Scénario auquel je m'attendais un peu avec une échappée qui va au bout. Je vous en avais parlé ce matin. Alors moi j'avais misé sur des grosses cotes parce que je m'attendais quand même pas à ce qu'un Kemna parte en échappée. Pour ça je l'avais pas mis parce que je pensais pas qu'il partirait en échappée. J'avais décidé plutôt d'autres coureurs, des coureurs un peu moins grimpeurs, plus punchers. C'est pour ça que j'avais mis du Battistella, du Caicedo qui était dans l'échappée aujourd'hui, comme Mollema hier, mais j'avais pas pris des gros grimpeurs. Et au final l'étape a été très dure parce qu'avec ce vent qui a créé énormément de coups de bordure, avec la pluie dans le final qui a créé un chantier pas possible au niveau cyclocross, et puis ce qui a rendu ces coups de bordure presque l'étape plus intéressante que prévu, parce que c'est vrai que ça a animé le début de journée. Le début de journée, moi, j'avais un peu peur qu'il se passe pas grand chose dans la première montée parce que en plus c'était pas filmé. Donc, je me disais peut-être qu'il y a personne qui va vouloir vraiment prendre en main la course. Et puis au final, si on a quand même tenté. Après derrière, ça a été très nerveux, ça a roulé vite. Première heure de course à plus de 50 de moyenne quand même. Et ensuite ça s'est bien calmé par contre sur la dernière heure et demie de course où du fait est qu'il y avait les changements au niveau du règlement avec une arrivée qui a été prise aux 2 km. Au départ ça devait être 2 km 6 je crois, et puis ça a été rabaissé à 2 km au niveau de la ligne d'arrivée. Voilà. On va parler encore de l'organisation aujourd'hui. Moi je pense que le final n'était pas praticable. Mais je pense surtout qu'on a choisi une route qui est encore super étroite pour un final d'étape. C'est-à-dire que la route était vraiment pas large. On avait la possibilité d'avoir 3 coureurs, grand max. Est-ce que c'est digne d'une arrivée de grand tour, d'avoir aussi peu de largeur de route? Je sais bien qu'on est sur une arrivée en montée, mais là on était quand même on était sur une arrivée qui était très étroite, surtout sur une étape où, heureusement qu'il y a eu quand même un peu de vent pour animer l'étape et pour que ça roule fort, mais en gros on n'avait que 2 difficultés. La première difficulté était à 120 bandes de l'arrivée. S'il n'y avait pas de vent aujourd'hui, on aurait pu avoir une étape affreusement chiante. Avec le goulot d'étranglement qu'il y avait pour démarrer dans la dernière bosse du jour, est-ce que c'était le bon endroit pour faire une étape, une arrivée d'étape? Ça c'est déjà la question que je me pose. Bon, on décide de faire l'arrivée d'étape aujourd'hui. C'est quand même fou qu'on attende qu'il y ait la pluie pour s'apercevoir qu'il y a de la boue qui tombe. C'est-à-dire qu'on ne soit pas renseigné avant, qu'on n'ait pas anticipé le fait qu'il puisse pleuvoir et est-ce qu'on pouvait pratiquer cette montée en cas de pluie? Est-ce qu'il ne pouvait pas y avoir de problème? Là, je trouve que du côté des organisateurs qui gèrent, surtout ceux qui gèrent la création des parcours, je trouve qu'on n'a pas fait attention, on n'a pas été précautionneux. Parce que quand on voit les conditions même du parking pour les équipes, c'était un bourbier pas possible. Et en sachant que dès hier, je vous parlais de la pluie. Hier, j'ai enregistré à 13h, 13h30, un truc comme ça. Donc j'ai regardé les informations avant midi. Alors, les informations étaient déjà mauvaises au niveau des conditions climatiques. Je pense qu'on aurait pu anticiper, mais j'ai l'impression que du côté de la Vuelta, on n'anticipe pas. Après, est-ce qu'il fallait raccourcir Encore une fois, moi je ne suis pas fan de ces fins d'étape avec chrono gelé. Vraiment, je trouve que c'est une mauvaise idée parce que ça crée des discussions. Là, notamment ce soir, on peut avoir une discussion Roglic,
finit avec 2 secondes d'avance sur Evenepoel et les autres. Sauf que quand tu regardes un hélicoptère, l'écart entre Roglic et un Sepp Kuss, il y a des coureurs qui sont très proches en fait les uns des autres. C'est pas Sepp Kuss avec Roglic, Vingegaard et Evenepoel. Pourquoi Vingegaard finit pas à 2 secondes d'Evenepoel alors que l'écart semble similaire à l'écart entre Evenepoel et Roglic? Ça c'est quand même très particulier. Et je trouve que le fait qu'on fasse des gels de chrono et pas des étapes raccourcies, on aurait pu raccourcir l'étape de 2 km, hein. C'était faisable. Je pense qu'il faut mieux raccourcir les étapes pour la compréhension du public dans ce genre de cas. Si on ne peut pas arriver au sommet, eh ben on ne peut pas arriver au sommet, on raccourcit, on enlève 2 km et l'arrivée se fait 2 km avant. Je trouve que c'est beaucoup plus compréhensible pour les équipes et pour les coureurs que le système qu'on a mis aujourd'hui avec un chrono gelé. Je pense que pour le grand public, c'était encore pas clair aujourd'hui dans le final. Mais dans le final, vraiment, c'était pas praticable. Quand vous voyez les images de Louis-Pierre Frileux, il a montré des images qu'il a réalisées lui-même, hein, pas que les images d'Eurosport. Tu voyais qu'il y avait de la terre partout, il y avait des coulées de terre un peu partout. Sur le final, il y a des camions qui se sont embourbés en plus sur le bas-côté. Donc non, c'était juste raisonnable de pas aller au sommet. Mais pour moi, il aurait fallu raccourcir l'étape, plutôt système de gel de chrono qui, je trouve, n'a aucun sens. Ce qui fait qu'en plus ce soir, pour savoir qui avait tant d'avance sur qui, ça a pris encore du temps, ça a pris encore 10 minutes, un quart d'heure. Bon, c'est pas pratique, je trouve. Note de l'étape, j'ai mis 10 sur 20. 10 sur 20, pourquoi ? Moi, j'ai pas pris un grand plaisir à regarder le final de cette étape. Je me suis un peu ennuyé, pour tout vous dire, dans ce final de cette étape, parce que je me suis dit, ah tiens, il y a Hamilton qui accélère. Je me suis dit, il faut surtout pas laisser partir Kemna. Si vous laissez partir Kemna, c'est fini. Et bon, il y a personne qui a réussi à accompagner Kemna, donc c'était fini. Par contre, je mets 10 sur 20 et pas une note en dessous, parce que pour moi, les coups de bordure, c'était intéressant. C'est dommage que la Jumbo soit retrouvée un peu seule pour rouler, qu'il n'y a pas d'autres formations qui ont décidé de rouler avec la Jumbo. Peut-être aussi que certains ont déjà peur de la Jumbo-Visma, mais on n'est qu'au bout de 9 jours de course. Donc si on commence à avoir peur de ses adversaires, la fin de l'épreuve va être très très longue. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! 4 coureurs au top aujourd'hui et 3 bonnets d'âne. Du côté des coureurs au top, Lennart Kemna, encore une belle victoire. C'est vrai qu'à 26 ans, il a une victoire sur les 3 grands tours. Ça, c'est déjà une victoire d'étape sur les 3 grands tours. C'est déjà très bien à 26 ans. Le problème avec Kemna, moi, je suis toujours... j'ai un peu du mal à m'extasier parce que je me dis, ce mec-là, normalement, il peut faire plus que Baroudeur. Il peut faire plus que Baroudeur sur une course de 3 semaines. Mais bon, on a vu son Giro, il fait 9 sans faire de top 10 sur la course. On a peut-être vu les limites en fait de Kemna et on se dit peut-être qu'il peut pas faire mieux que ça. Alors c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà bien même gagner des victoires d'étape, mais c'est vrai que vu le potentiel du coureur quand il est arrivé en World Tour, quand il est arrivé chez Bora, du Tour de France 2020 notamment, je me dis à ce moment-là, putain, Kemna c'est un crack. Dans 2-3 ans, il est capable de jouer un classement général d'un grand tour, vraiment d'être 4 ou 5 d'un grand tour, quoi. Il s'avère que 3 ans après, 9e, c'était déjà compliqué sur le Giro, et que là, sur cette Vuelta, il n'a même pas essayé de jouer le classement général. C'est-à-dire que tout de suite, il s'est concentré sur les étapes. Il était en échappé sur l'étape d'Andorre, déjà, et il n'a vraiment pas essayé d'aller chercher l'étape, donc... Là, ouais, c'est vrai que c'est toujours une petite déception pour moi avec Kemna parce que c'est un coureur où je m'attendais à mieux. C'était pas l'étape, Si, c'était l'étape d'Arenzal, il était aussi dans l'échappée de Javalembre. Mais ouais, ça m'a toujours un peu déçu, ce côté-là, du côté de Kemna, parce que c'est un coureur qui pourrait faire mieux pour moi, mais ça s'est jamais goupillé comme il le souhaitait. C'est vrai qu'on ne sent pas d'évolution. Alors il a eu des problèmes physiques aussi, Kemna, dans sa carrière, des petits soucis physiques, mais c'est quand même un mec qui est vice-champion du monde derrière Cosnefroy, sur un terrain qui ne lui convenait pas, contrairement à Cosnefroy, et tu te dis que y avait un gros potentiel, peut-être mal exploité, peut-être sous-exploité. C'est un coureur qui est encore en contrat jusqu'en 2024 avec le Bora. Coureur qui avait commencé à la Sunweb,
comme beaucoup de jeunes, il a quitté la Sunweb. Est-ce que ça serait pas top pour lui de repartir dans une autre formation pour le coureur allemand? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Deuxième coureur, et c'est sa 9e victoire dans sa carrière, donc c'est quand même rare qu'avec aussi peu de victoires dans sa carrière, il ait déjà 3 victoires sur les 3 grands tours. Tour de France 2020, Giro 2022, Vuelta 2023 déjà, et puis des étapes intéressantes quand même, hein. Il y a notamment l'Etna dans ses victoires dans sa carrière. Deuxième coureur au top, j'ai mis Gebrselassie, le coureur érythréen. Alors lui, je l'ai découvert un peu, enfin, je l'avais, je pense, oublié. Mais c'est vrai que cette année, je l'ai vu sur le Giro. Il a fait un super boulot sur le Giro pour Pedersen, où il a été juste formidable sur ce Tour d'Italie, où il avait fait des étapes où il roulait à l'avant de la course. Enfin, c'était juste fantastique. Il avait pris la 6e place déjà à la Golaceno, 18e à Rivoli, en ayant pris à chaque fois des échappées. Depuis, il a assez peu couru au final, hein. Il a fait le Tour de l'Ain, 14e du général, les championnats d'Érythrée, et puis le Tour de Wallonie. Donc il n'a pas énormément couru, mais c'est un coureur qui est très intéressant. Déjà 69 jours de course dans les pattes parce qu'il avait fait un très très gros début de saison, notamment deuxième du GP Industria et Artigianato en Italie. C'était au mois de mars, et au mois de mars il devait déjà avoir 30 jours de course dans les pattes, hein. Il a vraiment beaucoup couru. Sur la première partie de saison, il avait fait aussi une échappée sur la semaine internationale, Coppi et Bartali avant le Tour d'Italie. Mais je trouve qu'il a vraiment pris de la caisse sur le Tour d'Italie. On a vu que c'est un coureur qui peut être vraiment d'une très grande aide sur le plat, mais on a vu également des qualités en tant que baroudeur. Alors c'est fou qu'il se révèle à 29 ans, parce qu'il a 29 ans déjà, Gebrselassie. Parce que c'est vrai que chez Trek, il a déjà 7 grands tours, mais 0 Tour de France. J'ai pas été marqué par ce précédent tour les années précédentes. Alors il avait pris une 7e place sur une étape de la Vuelta, mais ça m'avait pas marqué plus que ça. Je vois 2018, 2019 à l'époque où il était chez NTT. C'est pas un coureur qui m'a marqué jusqu'à maintenant, et pourtant il y a les qualités. Surtout qu'il a commencé dans les années jeunes en Afrique. Il avait remporté notamment le Tour international de Constantine en 2015 devant pas mal de coureurs algériens, mais il y avait également Tesfation qui était là dans une équipe. Voilà, il avait fini avec un bon classement au général. Et puis, ça n'avait pas, derrière, il a mis un petit peu de temps à être performant dans les formations continentales de Dimension Data. Et puis ensuite, il est vraiment arrivé chez Dimension Data en 2018, 3 saisons dans cette formation et chez NTT. Puis ça fait depuis 3 ans qu'il est chez Trek, en fin de contrat, Gebrselassie. Donc ça peut intéresser des équipes. Le profil du coureur érythréen pour un train de sprinter, pour rouler un peu à la Thomas de Rennes, ça peut être un coureur très intéressant. Donc on va voir si ça va donner des idées aujourd'hui. Et puis troisième coureur top qui était dans l'échappée, Dani Navarro. Alors il fait 8e de l'étape, mais 40 balais, Daniel Navarro. Il a commencé, j'adore regarder quand des coureurs comme ça ont une grosse expérience, en quelle année il a commencé. Il a commencé en 2005 chez Liberty Seguros. Alors il a commencé un an après Contador, je crois, ou 1 an ou 2 ans après Contador. Non, Contador c'était 2003, sa vraie première saison. Donc il a été équipier de Contador, c'est pour ça que je vous parle de ça. L'année où il est chez Liberty Seguros, pour vous dire un petit peu l'équipe qu'il y avait. Il y avait Jorge Jaschke qui était encore là. Il y avait Roberto Heras, Michele Scarponi, Andrea Vicioso qui était chez Liberty Seguros, Paulinho qui venait d'être vice-champion olympique, Isidro Noval, aussi grand coureur espagnol, Igor González de Galdeno, voilà, Alan Davis, Con de Corte,
Carlos Barredo et Joseba Bellucci. Voilà. Quand même des mecs qui ont pris leur retraite depuis très longtemps. Pour tout vous dire, Contador, sa dernière saison, j'ai plus l'année en date, c'est 2017. Il a 40 ans, hein, Contador. Donc c'est fou de le voir toujours professionnel aujourd'hui. Il est passé chez Astana, parce qu'au début, il avait vraiment suivi Contador, Liberty Seguros, Astana, Saxo Bank, Cofidis, c'est là où il y a eu la scission entre les deux. Il est resté quand même très longtemps chez Cofidis. Katusha, une année, je crois que c'était même la dernière année de l'équipe, en 2019. Une année chez Israël, et là, sa carrière a failli s'arrêter. Oui, 2019, c'était la dernière année de Alpecin, de Katusha Alpecin. Il n'y avait pas eu de grands résultats, seulement 5 victoires en passant cette année-là, dont la victoire de Zakharine sur le Giro. Et la deuxième place de Nils Politt sur le Paris-Roubaix. Il y avait notamment Simon Spilak, encore à l'époque. Simon Spilak qui a pris sa retraite après cette saison chez Katusha. Daniel Navarro, à ce moment-là, quand il passe chez Israël en 2020, il fait une saison, ça se passe pas très bien. On se dit, c'est fini. C'est fini. Voilà, on le reverra plus. Voilà, il va prendre sa retraite. Et puis, mars 2021, il trouve un contrat chez Burgos. Depuis 2021, il est chez Burgos. 23e grand tour dans sa carrière. 9 Tours de France, 5 Giro, 9 Vuelta. Quand même impressionnant. Sur les 23, il y en a seulement 4 qui n'a pas fini. Il a fait 9e du Tour de France 2013, 10e du Tour d'Espagne 2014. Eh oui, quand même. Hein. Ça fait depuis 2006 qu'il a tout le temps fait un grand tour. Voilà. Donc c'est ça qui est très impressionnant. Et oui, super courant hein, quand même, Daniel Navarro, super équipier pour Contador, parce que si Contador a remporté des grands tours, heureusement parfois qu'il y avait Daniel Navarro. Et puis maintenant il se fait plaisir, voilà, depuis 2 ans et demi. Je pense qu'il apporte beaucoup d'expérience à cette formation Burgos. En fin de contrat à la fin de saison, je ne sais pas s'il va continuer. Ça c'est une grande question, parce que pas tout jeune. Coco, donc on va voir s'il va poursuivre. Il y a un autre coureur qui est en fin de contrat en passant, c'est Victor Langelotti aussi, qui a fait quelques courses, 8e du Tour de Doue notamment, mais qui a assez peu couru et qui n'était pas sur cette Vuelta, donc ça ne veut pas te donner une indication sur le fait qu'il serait en partance pour d'autres équipes, Langelotti. Très bon coureur monégasque. Et du côté de Burgos, ouais, il apporte son expérience. Alors, je ne sais pas s'il va poursuivre. Peut-être qu'il aura une place dans le staff dans les années prochaines. Mais ouais, très bon Dani Navarro. Donc voilà, je voulais le souligner aujourd'hui. Et puis Joao Almeida aussi, qui reprend du temps. 3 minutes 11 aujourd'hui des adversaires, c'est-à-dire qu'il reprend une dizaine de secondes. Sur des Vingegaard, des Evenepoel, il reprend même 5 secondes sur Roglic, il reprend du temps sur Uijtdebroek, donc voilà, très belle performance de la part de Joao Almeida, pour une fois qu'il a été offensif. C'est assez rare pour le souligner, Joao Almeida, et qui se retrouve donc 10e du général à 30 secondes d'Evenepoel. 31 secondes précisément d'Evenepoel, donc toujours pas largué. C'est-à-dire qu'il est qu'à 20 secondes de Vingegaard, il est à 25 secondes, 26 secondes de Roglic, donc il est toujours dans le match Almeida. On n'en parle pas beaucoup, un peu dans l'ombre de Juan Ayuso pour le moment, mais il ne faudrait pas oublier Almeida, et aujourd'hui il a montré qu'il a des jambes intéressantes et qu'il va peut-être bien finir. Cette Vuelta, on verra ça demain, pas demain. Mardi plutôt, avec le contre-la-montre individuel du côté de Valladolid, avec un contre-la-montre de 25 km. On passe tout de suite au Bonnet d'Âne. Du côté des Bonnets d'Âne, je commence avec la Groupama. Il y a 2 Bonnets d'Âne français aujourd'hui. J'ai mis la Groupama. Comment vous dire, ça fait quand même plusieurs fois qu'il y a des coups de bordure sur cette Vuelta. Le seul qui se fait vraiment avoir, c'est Martinez.
Alors, je veux bien que Martinez soit pas très doué dans ce genre de domaine, mais pourtant, on a vu quand il avait le maillot rouge, il a pas hésité à se faire sa place, donc il s'est frotté dans un peloton. Je crois que le vrai problème du côté de cette Vuelta, c'est que Lewis Hasky, c'est pas foufou. Et c'est pourtant le job de Lewis Hasky, c'est le job d'accompagner notre ami Martinez sur le plat. C'est le job aussi d'un Samuel Vinson. Et peut-être même d'un Clément Davy, et c'est des mecs qu'on ne voit pas pour le moment. On a beaucoup vu Mollard, on a beaucoup vu Storer, mais c'est vrai qu'il y a d'autres types de coureurs qu'on n'a pas vu. Romain Grégoire pour le moment est très discret, Watson, Lewis Hasky. Or, dans le cadre Hasky et Watson, c'est leur job sur les étapes de plat. Ils ne sont pas que là pour les sprints sur ce Tour d'Espagne, ils sont là aussi pour protéger sur le plat Martinez. Aujourd'hui, ils n'ont pas fait le job. Aujourd'hui, Martinez, c'est le seul gros qui se fait vraiment... Enfin, c'est le seul gros. C'est le plus gros de ceux qui se fait avoir, Martinez, au niveau du classement général. Donc ça, c'est un petit peu une déception. Pour moi, du côté de la Groupama FDJ, il faut accompagner. Quand tu as un leader comme ça, comme Martinez, qui est capable de faire top 10 dans ce Tour de France, il faut l'accompagner. Surtout que sur le plat. Surtout que hier, par exemple, j'ai été assez surpris. Quand je regardais le résumé de l'étape, j'ai regardé qu'un résumé de l'étape, encore une fois. De ne pas voir de coureurs échapper du côté de la Groupama, parce que Germany, par exemple, hier, pouvait être dans l'échappée. Romain Grégoire aurait pu être dans l'échappée hier. Donc j'ai été assez surpris on a surtout besoin autour de Martinez, c'est pour moi Storer, Mollard. Ce sont les deux cartes en montagne, et sur des passages plus plats, on a besoin de Watson et Hasky. Davy, Germany, Grégoire, pour moi, ils ont la possibilité de jouer leurs cartes. Surtout que Romain Grégoire, ça serait intéressant de le voir, parce que c'est aussi une pépite, Romain Grégoire. Et là, j'ai été assez surpris de ne pas voir ces coureurs-là. C'est vrai que pour le moment, Romain Grégoire, on l'a peu vu sur cette course pour le moment. Je poursuis avec AG2R. Là, aujourd'hui, AG2R, pourquoi ils ne sont pas dans l'échappée AG2R ? Ils sont venus quand même que pour les échappées et Van Dramé pour jouer les sprints. Enfin, je veux pas être méchant, mais Cherel, Bouchard, ils vont pas jouer le top 10 du général. Bon. Donc hier, il fallait être dans l'échappée, et aujourd'hui, il fallait être dans l'échappée. Un Van Dramé, pourquoi pas ? Je pense à un Michael Cherel ou un Bouchard, ça pouvait le faire aussi. Un Warbase, par exemple, ça pouvait le faire. Donc pourquoi ces mecs-là n'étaient pas dans l'échappée ? Il ne va pas falloir attendre les étapes où il y a 35 mètres à l'avant pour se montrer dans les échappées. Et là, c'est quand même très dommageable que sur cette étape-là, ils n'aient pas saisi leur chance, parce que, encore une fois, je ne suis pas un génie. C'est-à-dire que si moi, ce matin, j'avais dit il peut y avoir des grandes chances d'avoir un échappé qui aille au bout, c'est que j'étais pas le seul à le penser, je pense. Et c'est dommage de ne pas avoir saisi sa chance, parce que si on regarde la semaine numéro 2, l'étape de Valladolid, c'est un contre-la-montre. Ensuite, on a l'étape de la Laguna Negra. Tout dépend comment ça va se passer, mais je pense qu'il y a des équipes de leaders qui voudront peut-être rouler très fort avant cette montée extrêmement sèche. L'étape de Zaragoza, pour moi, elle va au sprint. L'étape du Tourmalet, c'est une grosse étape de montagne avec 4 cols au programme. Donc on aura une étape, un vainqueur, il faudra qu'il soit un très bon grimpeur, même s'il est dans l'échappée. Pareil le lendemain, l'étape qui arrive à l'Arabelagua, il y a encore 4600 mètres de dénivelé positif, donc il faut savoir grimper. Et ensuite, on arrive à Pamploune, qui peut convenir un peu plus à des baroudeurs sur cette étape-là, parce qu'on est sur une étape de moyenne montagne. Mais il n'y a plus tant d'occasions que ça pour les baroudeurs, qui ne sont pas très bons pour grimper. Quand tu regardes la fin de course, soit c'est une étape toute plate comme à Iscar peut-être, parce qu'on sera en 3e semaine, mais encore elle est quand même très très plate. L'étape de Guadarrama, Rama, tout dépendra, mais c'est quand même un parcours qui va être très dur. C'est quand même là aussi 4000 mètres de dénivelé positif, 4003 même. Le Cruz de Linares, c'est très dur. L'Alto di Langliru, rien que l'Alto di Langliru, c'est compliqué. Et en plus, vous avez 2 cols de première catégorie avant. Et l'étape de Bérès, c'est une arrivée au sommet sur une étape très courte.
Donc, je sais pas si une échappée arrivera à prendre suffisamment d'avance. Donc, la dernière semaine n'est pas évidente. Là, tu avais quand même une opportunité aujourd'hui. Il fallait pas la rater et je pense qu'ils l'ont raté. Et puis, je termine avec UAE. Alors, autant Almeida a repris du temps, autant je suis un peu déçu de l'attitude de l'équipe UAE. Dans la bordure, il fallait rouler pour moi. Alors, à part si il manquait un peu trop de monde, mais pour moi, il fallait collaborer, il fallait passer des relais parce que c'était intéressant pour toi. À partir du moment où il n'y avait plus Lenny Martinez, pour Juan Ayuso au niveau du classement du maillot blanc, c'était intéressant, mais même pour Almeida, c'était intéressant. Et je trouve que voilà, ils n'ont pas suffisamment aidé, ce qui fait que le coup de bordure, le deuxième, il doit aller au bout normalement. Le dernier coup de bordure, il doit aller au bout parce qu'ils ont quand même un moment, plus d'une minute 20 d'avance, une 30. Sauf que ça va pas au bout parce que ça se regarde à un moment en chien de faïence et que personne ne veut prendre le relais d'Ayumbo. Voilà, je trouve ça un petit peu dommageable du côté de UAE. Bon, nous on se retrouve donc mardi. Demain, on fera peut-être le débrief de la Formule 1 si on a le temps, mais mardi, on parlera cyclisme avec la présentation de ce contre-la-montre et le débrief. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.